Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont-Blanc, évidemment. Et ce soir, au programme, tous vos sens seront à l'éveil dans cette émission, à commencer par l'oreille attentive que nous allons porter à Anaëlle Viarcreta, organisatrice de l'action Je te crois à Chambéry en mars prochain. Une action pour dénoncer les violences faites aux femmes. Puis l'odorat sera à l'honneur en seconde partie d'émission avec les ateliers olfactifs qui nous expliqueront leur partenariat avec la Villa Sully de Sénaux ou comment des odeurs et fragrances peuvent jouer un vrai rôle dans la prévention santé. Enfin, c'est par le goût que nous conclurons cette émission avec la découverte d'un escape game culinaire. Les fondateurs sont de Lyon mais ont posé leurs valises et leurs concepts dans le bassin annécien. Les gourmands n'ont qu'à bien se tenir. Et on commence avec les titres. Salut Seb. Salut Manu. Et en premier, ce soir, un chantier, on reparle des termes d'Aix-les-Bains. Chantier d'envergure où tu étais ce matin du côté d'Aix-les-Bains pour, tu l'as dit, donc le chantier de réhabilitation des anciens termes d'Aix-les-Bains qui appartiennent désormais à la municipalité. Première opération désamiantage, il y a 22 000 mètres carrés qui vont être désamiantés, donc une opération sous haute surveillance. Surveillance en tout cas. Et puis on s'intéresse à Sa Voix de Femme. Oui, c'est une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales sur le département de la Savoie. Un travail important, indispensable, nécessaire d'aide et d'écoute pour ces femmes en détresse. On verra quelques membres de l'association. Reportage signé Fanny Péchinet. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Sébastien. Marie. On se retrouve tout à l'heure pour le journal. Et en attendant, j'ai appelé notre première invitée, Anaëlle Viarcreta, est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir, on est là pour ça aussi. Vous êtes l'organisatrice de l'action Je te crois, donc, qui est organisée à Chambéry. Un peu comme de nombreuses autres villes en France. Ce sera le 14 mars prochain. Alors expliquez-moi un petit peu finalement déjà le concept de cette action qui sera menée en mars prochain. Alors c'est une action en soutien aux victimes de violences, aux femmes victimes de violences sexuelles. Donc c'est une action qui va permettre d'exposer les témoignages de femmes victimes. Donc l'idée c'est de porter des pancartes avec les témoignages que les femmes nous auront envoyés au préalable. Soit des femmes viendront porter leurs propres pancartes, soit les personnes qui souhaitent participer et manifester leur soutien viendront porter les pancartes de ces femmes ou des panneaux sur lesquels sera écrit « Je te crois ». Justement, c'est une action qui fait suite à une première qui avait été notamment organisée à Caen. Tu étais habillé comment mi-janvier. C'est la suite directe ou concrètement on prend finalement ce concept et on essaye qu'il fasse des petit à petit? C'est la suite directe. Après, je pense qu'il y a une logique. On essaye de mettre en avant ce qui se passe lorsqu'on est une femme victime de violences sexuelles. Et lorsqu'on vient parler sur ce sujet, la plupart des réactions sont assez négatives. D'abord, il y a « Tu étais habillée comment ?» dont on parlait à la première action. Et puis, il y a énormément de femmes qui témoignent qu'on ne les croit pas lorsqu'elles prennent la parole sur ce sujet. C'est vraiment un thème aujourd'hui vraiment central d'actualité. On entend justement des langues se délier un petit peu partout, plus récemment dans le milieu sportif. Est-ce que c'est selon vous une évolution des mentalités? Ça va dans le bon sens ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Alors bien sûr, ça va dans le bon sens. Et en même temps, il y a beaucoup de travail à faire. C'est aussi l'idée de cette action, puisqu'on entend des paroles de femmes assez médiatisées finalement dans le cinéma, dans le sport. Mais lorsqu'on a une femme anonyme, je dirais, c'est encore très difficile de faire entendre sa voix à ce sujet et d'être reconnue comme victime. Alors, en octobre dernier, l'Assemblée nationale votait à la quasi-unanimité une batterie de mesures contre les violences faites aux femmes. Alors, la priorité à la victime pour le logement familial, l'attribution un peu plus rapide des téléphones grave danger notamment. Parce que, pareil, c'est des petites pierres, des petits pas qui sont franchis, mais encore une fois, il reste encore pas mal de travail. Il reste énormément de travail. Actuellement, en France, il y a 93 000 femmes qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol par an, donc 254 par jour. Et 1% seulement des violeurs sont condamnés. Donc on voit qu'il y a énormément de travail sur ce sujet-là. C'est très bien qu'on en parle de plus en plus, mais il va falloir mener un combat pendant encore longtemps. Justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de médiatisation. Qu'est-ce qui manque finalement pour faire avancer cette libération des langues justement et de ce tabou ?
Il manque une reconnaissance de la société et une vraie réflexion de notre société sur ce sujet-là. Ce qu'on essaye de faire avec cette action, c'est aussi de rendre visible la parole donc, des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, puisque cette parole est complètement invisibilisée. Donc vraiment que la société prenne conscience de ce sujet et ose se regarder en face. C'est ce que disait Adèle Haenel lors de son témoignage, pour que ce sujet évolue, quoi. Justement, ce combat, vous l'imaginez comment, quelques années dans le futur, 5, 10 ans? Est-ce qu'il y aura toujours besoin de manifester, de se faire entendre, ou petit à petit, justement, c'est en train de rentrer dans les mœurs? J'espère qu'on devra de moins en moins manifester pour se faire entendre. Malheureusement, je crois que c'est pas pour tout de suite. On le rappelle, 14 mars prochain justement, c'est une action donc à l'appel national, ça va se faire dans plusieurs villes de France. Chambéry, vous avez tout de suite signé, entre guillemets? Tout à fait. Lorsque j'ai vu l'action qui avait été réalisée par le collectif Les Sorcières à Caen début janvier, je me suis dit mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et donc spontanément, je me suis proposée pour organiser la manifestation à Chambéry. Il y a actuellement donc une trentaine de villes en France qui vont l'organiser. Le 14 mars, donc à 14 h, on va se réunir place de Genève à Chambéry pour porter les pancartes. J'invite toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles à nous envoyer leurs témoignages sur l'adresse mail jetecrois.chambéry@gmail.com et toutes les personnes qui sont intéressées à s'inscrire à l'action ou à venir sans s'inscrire. Il existe un événement sur Facebook qui s'appelle Je te crois /Chambéry. Et comment est-ce qu'on imagine? Je pense que ça va très bien se passer, de manière très fraternelle. On invite aussi les conjoints, bien évidemment, les familles. C'était ma question suivante, justement, les hommes ne sont pas exclus. Pas du tout. Pas du tout. Ils font partie, bien sûr, de ce processus. Ah bah justement, la place de la femme, on en parle. Et si vous me le permettez, j'aimerais rebondir pour vous faire part de notre petite revue de presse journalière. Et on reparle justement des statuts des femmes et on rebondit sur notre revue de presse de vendredi. Rappelez-vous, nous évoquions le projet de la ville de Genève de féminiser ses noms de rues. En effet, 16 artères de la cité de Calvin devaient être débaptisées et données à des femmes du canton. Et il semblerait que l'initiative ait tellement bien marché que certaines municipalités se battent aujourd'hui pour attribuer les mêmes noms. La fautive, une certaine Monique Bauer-Lagier, une femme politique et féministe suisse, née en 1922 à Meyrin et décédée à Aunay en 2006. Et forcément, c'est donc au hasard Meyrin et Aunay qui souhaitent toutes deux attribuer une rue à l'introductrice du suffrage féminin en Suisse en 1960. Or, le règlement cantonal interdit la double appellation, notamment pour éviter les confusions en cas d'intervention des secours. Et oui, il faut y penser. Au final, c'est la ville donc d'Aunay qui a eu gain de cause, après que cette candidature ait été appuyée par la famille de Monique Bauer-Lagier, résidant toujours dans la commune. Meyrin, de son côté, s'est sportivement incliné avant même que la commission cantonale ait pu trancher. Beau jeu, beau sport, ça vous évoque quoi justement ce combat pour la féminisation des rues? Je vais y arriver. Je pense que ça devrait concerner toutes les communes. Que c'est très bien qu'il y ait certaines villes qui commencent à effectuer ce genre d'action. Maintenant, toutes les communes devraient le faire, à mon avis. Un exemple, on en parlait justement. Merci beaucoup Anaëlle d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à toutes mes questions en tout cas. Et bon courage pour la suite. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Puis j'appelle tout de suite nos prochaines invitées. Véronique Bruno, accompagnée de Caroline Constantin. Mesdames, merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Véronique Bruno, des ateliers olfactifs, une réflexologue, accompagnée donc de Caroline, directrice de la Villa Sully de Sénaux. Bonsoir. Bienvenue à toutes les deux. Bonsoir, merci de votre accueil. Alors, vous nous avez préparé justement presque un petit atelier miniature, parce que ce soir, justement, on va s'intéresser au nez. Pas seulement aux bienfaits justement de toutes les odeurs. Et alors, on va commencer comme ça. Question bête, les odeurs, ça aide vraiment à la prévention de la santé? Tout à fait. L'olfactothérapie est à distinguer de l'aromathérapie qui va utiliser les huiles essentielles en application locale, que ce soit buccale ou sur la peau par exemple, pour traiter un dysfonctionnement du corps, une infection, quelque chose. L'olfactothérapie est beaucoup plus subtile et va travailler sur la sphère émotionnelle, c'est-à-dire sur le système limbique qui est le cerveau de la mémoire et des souvenirs. Et ce qui est intéressant, quand on s'est rencontré avec Caroline,
la Villa Sully, c'était de créer ces ateliers olfactifs pour les seniors, pour justement stimuler la mémoire et leur permettre de retrouver des souvenirs, parce que les personnes âgées, elles adorent parler de leurs souvenirs. Justement, ce lien, ce partenariat entre ces deux institutions, il s'est fait logiquement tout de suite. Ça a été le déclic. Caroline, comment vous avez perçu finalement cette initiative? Alors, nous, c'est vrai qu'à la Villa Sully, on est très attentif au bien-être et à la détente des personnes âgées. On a mis en place un certain nombre d'ateliers qui vont dans ce sens. Et quand on a été en contact avec Véronique, ça a été une évidence pour nous de pouvoir proposer ça à nos résidents, leur donner le temps d'un atelier de 45 minutes, 1 heure, la possibilité de s'évader, de repartir vers leurs souvenirs, de s'isoler un petit peu comme une parenthèse dans leur quotidien. Et c'est effectivement les retours que j'ai pu avoir des deux ateliers qui ont été menés jusqu'à présent à la Villa Sully. Alors justement, une séance, ça marche comment? On a plein de choses qui tournent ou des petites choses particulières? Comment ça s'organise? Alors en fait, il y a une première phase pour mettre à l'aise, parce qu'il y a une petite appréhension, c'est normal. Donc il y a une première phase avec une méditation, pas olfactive au départ, mais une décontraction corporelle, où en fait quelques gestes par rapport à l'automassage des mains, de la tête, du corps, pour reprendre contact avec son corps. Parce que souvent, on est souvent dans notre tête, on a souvent des idées qui tournent en boucle, et on n'a pas conscience de notre corps. Et pour ces personnes, c'est essentiel, mais pour tout le monde également, de reprendre contact avec son corps, ses sensations corporelles, et donc de se tourner vers les sens, avant de stimuler le sens olfactif avec plusieurs odeurs, 1 à 3 odeurs pour la séquence de l'atelier, qui va justement générer des réactions, des émotions, des souvenirs, et qui vont leur permettre d'évoquer ce qu'elles ont vécu. Alors justement, les patients, le public, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, derrière, ils s'en trouvent apaisés, ils s'en trouvent, je ne sais pas, relaxés, éveillés peut-être. Quels sont les différents effets que vous pourrez procurer? Alors en fait, nous avons tous une bibliothèque olfactive différente des uns des autres. C'est-à-dire qu'une seule odeur va avoir des réactions différentes selon votre histoire, selon ce que vous avez vécu, selon ce à quoi ça va vous connecter de votre passé. C'est-à-dire l'odeur de la lavande, par exemple, qui est l'archétype du féminin, du réconfort, etc. Si votre relation avec la maman a été difficile, vous n'allez pas forcément aimer la lavande. Et c'est une odeur qui, pourtant, paraît très aimée, mais en olfactothérapie, une fois qu'on se pose vraiment et qu'on va fouiller un petit peu dans ce qui se passe dans notre psyché, ben, on se rend compte que ce n'était pas si facile que ça. Justement, après deux ateliers, 2 sessions, les résidents, comment ils le vivent? Ils vous ont fait des retours, Caroline, sur... Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai des personnes qui sont reparties, qui ont voyagé en enfance. Il y en a qui sont reparties à la montagne, qui ont entendu des bruits, qui ont vraiment ressenti des émotions passées de leur vie avant. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui étaient plutôt réfractaires à la première séance, mais qui, au cours de la 2e séance, ont réussi un petit peu plus à se relâcher et à vraiment revenir en connexion avec eux-mêmes. Et on a eu des demandes, effectivement, on va réfléchir comment pérenniser un petit peu sur du plus long terme pour permettre d'offrir ce moment vraiment de détente et de relaxation à nos résidents. Je disais qu'il s'agissait là d'une approche olfactive et vibratoire des huiles essentielles. Alors pour moi, qui suis un peu néophyte, en quoi ça consiste? Alors en fait, les huiles essentielles naturelles que j'utilise sont tellement puissantes que même quand elles sont utilisées avec un bouchon fermé, elles ont une action aussi. Le monde végétal est un monde qui est assez évolué et qui, au niveau émotionnel, est relativement stable, contrairement à nous qui, à travers nos émotions, suivons des courbes. Voilà. Et en fait, le vibratoire, c'est un peu comme l'énergétique, c'est-à-dire qu'elles vont agir d'une autre façon, mais elles vont agir également en énergétique. Donc même les personnes qui se disent « mais moi, je ne sens pas, je n'ai pas un nez », eh bien, on travaille en vibratoire et ça fonctionne également, on a également des résultats. Ça va être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus intuitif et de cette manière-là, moins protocolaire par rapport aux autres fonctionnements avec l'olfactif. Parce que ça fait presque sorcier comme ça, avec tous les petits fioles. Vous avez une fiole de joie, une fiole de tristesse, une fiole de... Oui, alors en fait, vous parlez de sorcier, je dirais de la magie. C'est plus joli en effet.
Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication, quel que soit justement le type de personne, il y a toujours un côté réceptif. Vous arrivez toujours à trouver la petite odeur qui permet de... Ce qui est bien fait dans ces deux orgues olfactifs, c'est qu'il y a des synergies qui ont pour maître mot la tempérance. Donc avec des personnes fragiles, eh bien, on va utiliser la tempérance des synergies. Une synergie, c'est un flacon, il va y avoir un mélange de plusieurs huiles qui va donc adoucir un petit peu l'approche olfactive et qui va permettre à la personne de respecter, de rentrer tranquillement dans cette approche avec l'odeur et d'y aller à son rythme, voilà, comme elle le sent. Bon, aujourd'hui, c'est avec justement un public de seniors, vous le disiez, mais je suis sûr que ça doit déclencher peut-être aussi des vocations. Caroline, vous avez essayé aussi ou... Moi, j'ai participé à un atelier, tout à fait. Donc, il faut le temps de s'approprier ce sentiment un petit peu d'évasion, mais ce sera avec plaisir que je réessayerai une deuxième fois pour pouvoir ressentir un peu ce qu'ont ressenti mes résidents à mon tour. Oui, il y a un peu de curiosité du coup. Complètement, oui. Totalement. Dernière petite question. Alors là, forcément, c'est un public, on le disait, de seniors, mais ça peut finalement s'adapter à tout un chacun, y compris au monde de l'entreprise, ce que j'ai compris. Tout à fait. Il y a eu un atelier récemment organisé en entreprise à Annecy pour effectivement le personnel, lui permettre d'avoir une bulle aussi de détente et de relaxation à l'aide des odeurs et qui a été très appréciée également. C'est quelque chose qui peut être utilisé auprès des adultes, des enfants également. Alors on va utiliser des odeurs peut-être un peu moins fortes, mais ils adorent les enfants jouer au loto des odeurs par exemple. Donc ça peut être très joyeux. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à toutes Merci. les deux d'avoir répondu Merci. à toutes mes questions et d'être venues jusqu'à chez nous. Avec Bon. grand plaisir. C'est un Merci plaisir de votre partagé. accueil. Et Merci. bonne continuation. Merci Et puis, bien. on viendra sentir si ça se passe bien un peu Avec plus tard. plaisir. Avec On vous plaisir. attend la Villa Merci. Sudi. Avec plaisir, merci beaucoup, à bientôt. Et puis j'accueille tout de suite nos troisièmes invités, Marion Ozan-Breda, accompagnée de Jean-Philippe Gonin. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. Vous êtes les deux fondateurs d'un escape game culinaire. Alors juste déjà le mot, il y a pareil un petit peu de magie, de mystère qui s'en échappe. Déjà, cette idée, elle est venue comment pour tous les deux? Alors l'idée, elle est venue d'un constat assez simple, d'avoir envie d'associer l'univers du jeu et l'univers de la cuisine. J'aime bien ce principe. Vous avez porté ça finalement encore un peu plus loin puisque cet escape game, à la base, vous étiez professionnel de l'escape game ou... Alors pas du tout, on était plutôt, en tout cas pour ma part, plutôt dans le côté événementiel. Et c'est ce qu'on va retrouver avec cette envie de sortir l'escape game un peu de son écrin, de sa salle, pour pouvoir l'amener de manière un peu plus événementielle dans des restaurants, dans des lieux un petit peu insolites où on y mange toujours très bien. Toujours le contexte, donc, c'est d'ouvrir justement ces portes d'un escape game et le rendre praticable là où sont les gens directement. Comment il manquait quelque chose? C'était une... L'idée, c'est de prendre le jeu comme prétexte à la convivialité, de faire en sorte que chacun puisse finalement, contrairement peut-être à un escape game classique, où certaines personnes y arrivent et d'autres pas, finalement vivent un bon moment ensemble. Le repas, on le sait, c'est le meilleur moment pour le faire. Et le jeu permet de rapprocher des gens qui ne se connaissaient pas forcément, permet de faire en sorte que certaines personnes qui se trouvent plus à l'aise avec le jeu, finalement aident d'autres personnes et passent un bon moment. Finalement, le maître mot pour nous, c'était à l'origine de créer un moment événementiel agréable pour tous. Alors, il est destiné à qui finalement cet escape game? Aux joueurs déjà bien coutumiers des escape games ou plus justement à ce que je disais, aux entreprises? Alors, à plusieurs personnes finalement. Pour l'instant, on intervient auprès des entreprises dans toute la France. Nous, on est basé à Lyon. Moi, je suis originaire de Haute-Savoie. Et on se déplace vraiment dans toute la France pour les entreprises. Et on a eu l'envie de l'ouvrir un petit peu à tout le monde, de proposer des dates éphémères en fait, qui se sont passées donc à Lyon, à Paris et à Annecy. Et l'idée, c'est maintenant de pouvoir justement proposer le concept au plus grand nombre, s'adresser à la fois aux gourmands qui souhaitent passer une bonne soirée et aussi aux joueurs un petit peu plus péchus et en ayant des scénarios avec des comédiens un peu plus immersifs justement. Je disais de 5 à 300 personnes. Ça fait une sacrée fourchette. Il est possible de gérer autant de monde avec un seul et même scénario ou...
Oui, de toute façon, en général, ce qui est très important pour nous, c'est l'animation. L'animation, c'est ce qui fait la clé. Encore une fois, on pourrait avoir un carnet de jeux devant nous et on aurait raté notre objectif. Là, l'objectif, c'est de faire en sorte que, pour l'instant, Marion et moi, nous transformions en animateurs d'un soir, d'un dîner, d'un repas à midi, et à terme, de faire en sorte qu'on ait des animateurs aguerris, parfois comédiens, parfois artistes, avec leur sensibilité propre. Et finalement, 300 personnes, si on a on va dire l'équipe d'animation derrière qui est présente, ça se passera voilà, très bien. L'idée, c'est que chacun des participants se sente bien en partant, donc on aura une attention particulière pour tout le monde. Le concept, donc, c'est des énigmes, un scénario qui est un petit peu rodé, et puis donc autour du monde de la gastronomie. On ne va pas trop gâcher le plaisir non plus, mais justement, est-ce qu'il est toujours possible de trouver les rebondissements où justement le monde de la cuisine se prête déjà en tant que tel à plein de rebondissements dans tous les sens? Le monde de la cuisine se prête effectivement à plein de rebondissements. Pour l'instant, on a un seul scénario, on est en train de travailler sur plein d'autres. Et oui, l'idée, c'est qu'on va goûter des choses, on va essayer de retrouver les goûts, on va avoir des formats de fouilles pour se rapprocher un peu plus de l'escape game, on va cuisiner des fois, on peut vraiment imaginer plein de choses. Et ceux qui ne réussissent pas les énigmes sont privés de repas ou... Ah, tout à fait. Non, encore une fois, on est là pour faire en sorte que chacun passe un bon moment et idéalement mange. Donc ça arrive tout le temps avec quelques indices intermédiaires ou pas. Voilà, donc on fera en sorte d'accompagner tous les publics, toutes les personnes pour qu'elles puissent manger. Généralement, ça se fait par équipe et on a des personnes qui se reposent sur leurs amis ou sur les voisins qui sont un petit peu plus... Sur leurs collègues. Sur leurs collègues pour entreprise. trouver finalement la réponse. Et demain, la prochaine étape de l'entreprise, d'autres scénarios, d'autres mets, je ne sais pas, d'autres équipes pour être partout à la fois en même temps? C'est ça. Alors déjà, notre association est nouvelle, donc c'est déjà une première étape pour notre entreprise. Et effectivement, on a plein d'idées, on va vraiment... améliorer et changer tous nos scénarios, se développer dans plusieurs villes de France et en Europe et s'adresser à la fois aux professionnels mais aussi aux particuliers de manière un peu moins éphémère. Et je dirais, l'objectif, c'est de garder un petit peu la qualité qu'on a pu avoir sur les premiers événements, ce qui a fait la réussite du concept jusqu'à présent. On prend l'exemple d'Annecy, c'est que notre objectif, c'est pas simplement de développer dans toutes les villes, mais Annecy, l'opportunité, on a trouvé un lieu, un restaurant Haven, qui était particulièrement incroyable et qui se prêtait vraiment au jeu. Et c'est ça, on n'ira pas se développer pour se développer, on ira dans des endroits qui restent originaux avec des restaurateurs et des hôtes qui sont sensibles un peu à notre projet. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Ça devrait bien se passer, selon toute logique. On espère. Et je vous garde encore un petit instant parce qu'on est déjà à la fin de cette émission. Tout de suite, c'est la pub. Juste après le JT, on se retrouve avec Sébastien Germain. À tout de suite. Ce sont nos premiers interlocuteurs dans nos villes.